Bonjour Bernard, merci de nous recevoir au campus. On était la semaine dernière avec Jessica. Nous voilà de retour, un comeback. 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines déjà. Ouais. C'était la semaine dernière. Non, la semaine dernière, Jessica. C'était l'année dernière. Avec Patrick. Bonsoir à tous, pardon. Ouais, bonsoir. On va parler rugby, bien sûr. On va parler un petit peu des résultats et puis après de l'actualité du RCT. On te donnera la parole. Tu nous diras ce que tu as envie de nous dire. Tu pourras monter au créneau si tu veux et puis voilà, on va t'écouter. Et là, pour l'instant, encore une déception avec Pau. Une mi-temps, 50 minutes, 25-0, incompréhensible. Bon, on se demande ce qui se passe dans cette équipe, et puis d'un coup, une embellie, et puis... le banc, surtout, je crois. Le banc, ouais, mais bon... on a quand même de bons joueurs en première mi-temps aussi, mais je sais pas. Et puis on s'écoule à 4 points. C'est un match qu'on aurait pu gagner, facile. C'est un match, je crois qu'il y a pas mal de matchs cette saison qui nous laisseront quelques regrets, notamment celui-là, parce que c'est pas le premier de la saison où on sent que on joue à mi-temps, c'est le cas de le dire, où on a des regrets à la fin parce qu'on a senti que dès qu'on mettait la main sur le ballon, qu'on accélérait, qu'on faisait les choses dans l'ordre, on arrivait à scorer, et même facilement. Étrangement, quand on a écarté les ballons et qu'on a fait les choses comme il fallait, on a réussi à marquer. Donc voilà, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi on a ces trous d'air. Alors, c'est plus des trous d'air, c'est des gouffres. Parce que quand ils durent 40 minutes et qu'il faut courir après le score après, c'est vrai que ça complique lourdement la tâche. Et voilà, c'est encore un match qui malheureusement, alors on prend un point, c'est un moindre mal, parce que à la mi-temps, je pensais honnêtement pas le prendre. Mais on a senti que si le match avait duré 5 minutes de plus, on avait encore la possibilité de gagner. Donc voilà, malheureusement. Tu étais à Pau. C'est vrai, cette équipe a du mal à se remettre la tête à l'endroit. Alors, il y a une coupure qui va, j'espère, être salutaire, et qui va permettre de recharger les accus et surtout se refaire une santé morale. Parce qu'il reste 2 matchs et bon, il y a rien qui est perdu, ça va être compliqué, on se complique la tâche, mais bon, c'est pas terminé, donc voilà. Et comment tu le ressens, toi, le président de... Très mal. Ouais. Je sais pas pourquoi. Très mal, j'étais en colère, très très en colère, parce que on est dans une période creuse, d'accord, ça fait pas mal de matchs où on montre pas un visage séduisant de Toulon, mais rappelons-nous, il y a beaucoup de matchs qui ont été victorieux, y compris à Mayol, et où on a frisé aussi la correctionnelle. Tout à fait. Ouais. Donc il y a un élément qu'il faut retenir, qui est très important dans cette équipe, qui est celui de l'inconstance, de la difficulté à être cohérent d'une part dans le jeu et constant dans la façon de jouer. De façon à exercer une pression continue sur l'adversaire et voilà quoi. Donc je dirais il y a des matchs qu'on a gagnés d'extrême justesse, il faut savoir s'en souvenir. Sauvé par un coup de pied de pénalité à la dernière minute ou dernière seconde, par un Enzo Hervé ou un Jaminet, rappelez-vous. J'ai La Rochelle en tête. Il y a Castres aussi, je crois, il y avait Castres aussi. Oui. Je crois que Castres aussi, oui, c'est Castres en début de saison. Donc voilà, tout ça sont des éléments qui font que un jour, ça passe plus, et puis sur plusieurs matchs d'affilée. Alors c'est évident que dans ces plusieurs matchs d'affilée, il y a 2 fois Toulouse. C'est pas personne. C'est une équipe dont tout le monde connaît la qualité, mais je dirais, on a été à la hauteur à Mayol tout en perdant. Et au Vélodrome, tout le monde connaît les circonstances dans lesquelles on a perdu, qui ne sont pas des excuses, qui sont des débuts d'explication. Toujours est-il que on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le RCT ne peut pas, on a un effectif avec lequel on ne peut pas se permettre de se passer de certains joueurs. En particulier, je pense à Charles Olivon, évidemment, qui nous manque depuis très longtemps, de David Ribanch, par exemple, aussi. Et puis, Jaminet nous a manqué aussi pendant toute sa période récente, à la suite de son
Son KO, c'était à Vannes. Ah bah, non, Donc voilà, ce sont des éléments qui sont importants, alors que dans d'autres équipes, on peut plus facilement puiser dans l'effectif. Voilà. Donc on est dans une mauvaise passe. Et une mauvaise passe, il n'y a plus beaucoup de marge pour redresser par rapport à nos ambitions initiales, qui étaient clairement d'être dans les 2 premiers. C'est pas encore impossible, mais ça va devenir très difficile. C'est compliqué. Surtout que Bègle nous a laissé la porte ouverte pendant 2 fois, où ils perdent et où nous on a perdu aussi, notamment à Vannes, ça a été le. Tout à fait. C'était. Tout à fait. Vannes d'une part et Pau d'autre part sont 2 occasions qu'on n'a pas su saisir, en plus de celle de Toulouse au Vélodrome. Et là aujourd'hui avec Pierre vous en discutez, vous essayez de trouver des solutions. C'est quoi, c'est mental, c'est le manque de leader peut-être ou. Dans une équipe il y a au moins 23 joueurs, si c'est pas beaucoup plus. 23 sont ceux qui doivent être sur la feuille de match. En fait, c'est quasiment 35 à peu près qui sont concernés, qui peuvent rentrer sur les feuilles de match. Et donc, le problème se situe chez toute cette population. Et comment faire en sorte que un tel qui n'a pas joué à un match précédent, on va le faire rentrer, il va apporter une plus-value. Comment en est-on certain avant ? Voilà, on ne sait pas. Donc, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas parler de joueurs en les identifiant comme si c'était une personne. C'est une multiplication de personnes. Et ce qui rend le rugby très beau, c'est quand tout ça a du liant et que ça fonctionne. Tout comment, ce qui rend le rugby très, très difficile à performer, c'est quand tous ces gens-là ne sont pas sur la même note. Ouais. Voilà. Donc, on est dans cette situation-là aujourd'hui où Pierre cherche des solutions. Et je pense que dans sa méthode, sa façon de manager les joueurs, les préparer les matchs, je pense qu'il va apporter quelques petites modifications. Je ne peux pas en parler parce que c'est très frais. Mais bon, on ne va pas aborder Bordeaux comme les autres matchs, ça c'est clair. Ouais, au mieux. Ouais. Ouais, est-ce que le comportement de l'équipe en fin de saison comme ça conditionne aussi la recherche de futurs joueurs qui auraient des potentiels un peu plus de leaders ou... Oui, c'est clair qu'on a une faiblesse à la fois de profondeur d'effectifs et de qualité à certains postes. Ce qui fait la force de certains clubs, en particulier, puisqu'on parle de Bordeaux, c'est la charnière. Ah oui. Et d'un niveau parfois stratosphérique. Toulouse aussi, mais eux, ils ont la possibilité, grâce à la qualité de leur effectif, de pouvoir changer carrément de formule. Vous avez vu le match de Graou à l'ouverture au Vélodrome. Donc, on n'a pas ça. On n'a pas ça, et donc, voilà, c'est assez étonnant de voir comment, en sortant Bigard à Pau, le petit Enzo Hervé a performé. Il a apporté quelque chose, alors qu'il n'a pas joué depuis très longtemps. Donc, c'est pas quelque chose qui est palpable. C'est quelque chose qui est très, très, très difficile à discerner. Toujours est-il que, voilà, je crois qu'on n'a pas une charnière internationale chez nous. D'accord. Ok. Et donc, c'est une recherche pour les saisons à venir. Oui, il y a déjà une recherche de la meilleure formule pour aborder non seulement les 2 derniers matchs, mais les matchs de phase finale après, soit un barrage, soit une demi-finale. C'est pas rien. Donc, comment est-ce qu'on va jouer ? On a vu que Baptiste et Serein est en méforme depuis pas mal de temps. On a la difficulté à le reconnaître. Bon, c'est déjà une donnée, quoi. Alors, il n'est pas demi-d'ouverture, il est demi-de-mêlée, mais quand même. Ouais, il a tellement d'influence sur le jeu en plus que quand il est moins bien, ça se ressent, quoi. Bien sûr, bien sûr. Garbizi aussi a du mal un petit peu à Garbizi aussi, ça tombe mal en même temps. Ouais. Voilà. Ouais. Puis Bigard est à la retraite. Et Bigard, je crois qu'on ne le verra plus. D'accord. Bon, voilà, ok. Bon, ben voilà, ça... On va gagner contre Bordeaux, de toute manière. En fait, je veux pas... Ça n'empêche pas de gagner. Non, on va gagner. Il faut gagner. Et puis, de toute manière, je pense que... Ça n'empêche pas de gagner. Je pense que les joueurs ont aussi
Enfin, je vois pas pourquoi on fait une saison comme on l'a fait, qui était une belle saison quand même hein, jusqu'à présent, et qui reste pour l'instant une belle saison. Hein. On est quand même 3e. On a tendance à oublier. Hein. Surtout les supporters ont toujours dire bon on n'est pas second. On aurait pu être second. C'est vrai qu'on a eu la chance, l'opportunité de l'être. Ça reste une belle saison. Il faut bien la finir. Et il ne faut pas galvauder tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. C'est dommage. Et c'est vrai qu'en début de saison, moi le premier, on aurait signé pour être dans les 6. Après, c'est vrai que la saison aidant, on aurait prié pour être dans les 4. Et maintenant, on va presque être déçu de ne pas être dans les 2. Donc voilà, il faut relativiser. Même si c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a eu des occasions. Mais bon, être dans les 6, c'est déjà pas mal, puisque ça sera la 2e année consécutive. Donc c'est signe de progrès quand même. Voilà. Donc tout n'est pas jeté. Je crois qu'il n'y a pas un seul club dans le top 14 au moins, mais sûrement aussi en Pro D2, qui se termine la saison sans regret. Tout le monde a des regrets. Bien sûr. Quand on voit que Mollard peste après ses joueurs, se plaint etc. Bon, moi je comprends très bien. Je comprends très bien qu'ils réagissent comme ça, parce que il y a tellement peu d'écart entre une pleine réussite et un début d'échec qui se poursuit que il a raison d'être très, très vigilant là-dessus. Je le comprends. Nous, oui, on va pas négliger le fait qu'on fait une belle saison, que c'est la 3e saison où on progresse régulièrement. Après le challenge européen, la qualification l'an passé, un barrage où on avait été loin d'être ridicule. On termine à 4 points de La Rochelle. Bon, et cette année, quart de finale, ou 2 ou 3 ou 4, quoi. Quart de finale contre Toulouse. Quart de finale H-Cup. H-Cup, on a fait une carrière correcte, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, tout ça, sont quand même des points positifs, il faut les reconnaître. Simplement, comme on le disait en tout début d'entretien, il faut être beaucoup plus consistant. Hein. Une saison, c'est pas sur des coups d'éclat, c'est sur une régularité. C'est un championnat marathon. On n'imagine pas un coureur de marathon qui se fait un sprint toutes les 15 minutes. Non, c'est pas comme ça. C'est une progression régulière, et on l'a eu, cette progression régulière, en particulier grâce à nos victoires à domicile répétées, avec également 2 ou 3 ou 4 matchs à l'extérieur gagnés. Voilà. On a pris 7 bonus offensifs quand même. Et puis des points de bonus offensifs. On est équipe après Toulouse à avoir pris plus de bonus défensifs à l'extérieur. Offensifs. Et on a pris aussi 5 points de bonus défensifs. Donc, ça fait 12 points de bonus. Ça compte beaucoup. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout ça, ce sont des éléments quand même qui sont positifs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas tout jeter. Tout n'est pas jeté. C'est vrai qu'on s'y attendait tellement peu. Et on surfait un peu sur l'optimisme que ce coup d'arrêt met un peu tout le monde au carreau. Enfin, au niveau des supporters, je parle. C'est vrai que c'était tellement inattendu que voilà. Après, tu prends Toulouse 2 fois. Bon, il y a mieux quand même. On rêve tous. Hein. Bon, oui. On a tous le droit de rêver. Après, une fois qu'on a rêvé, il faut faire. La réalité, là. Donc, voilà. Peut-être que Toulon, pour l'instant, est à sa place, à la 3e place derrière Toulouse. Oui, je crois et Bordeaux. Bordeaux qui sont pas forcément... ils sont un peu comme nous aussi, hein, puisqu'on a que quelques points... ils ont perdu 2 fois. Ils sont irréguliers. Hein. Ils sont irréguliers aussi. Hein. Les plus réguliers, c'est Toulouse, mais bon, ils ont une telle capacité d'équipe que bon, ils peuvent faire tourner et tout. Et en fin de compte, il y a Toulouse, et derrière, il y a un petit groupe il y a Toulon, il y a Bordeaux, et puis... il y a les 4 premiers, quoi. Et après, derrière, c'est un groupe on le voit. Il y a un gros écart, d'ailleurs. Non, il y a une équipe qui a beaucoup de mérite aussi, c'est Bayonne, parce qu'ils ont gagné tous leurs matchs à domicile. Ouais, c'est la seule, d'ailleurs. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils sont là, 4e, ils s'accrochent. Et aujourd'hui, comme on n'a pas su gagner à Pau, ils sont pas loin, ils sont à 4 points. 4 points, ouais. Il faut qu'on fasse un résultat contre Bordeaux pour les mettre à distance. Ouais, parce qu'ils vont à Castres, donc tout à fait. Ça va être compliqué pour eux. Donc, c'est le match de Bordeaux est important. Et Bordeaux, après, reçoit Vannes en dernier match. Donc, bon. Et nous, on va à Bayonne. Vous irez à Bayonne? Tu vas à Bayonne, Bernard? Je sais pas. Ouais, nous, on y sera. Ça dépend du résultat de Bordeaux. On a été à Vannes, c'est sympa. C'est très méritoire. Visiter la Bretagne, c'est déjà ça. Donc, c'était bien. On a été au Mont-Saint-Michel. Prier. Il pleuvait des cordes. Non, c'est beau. Non, pendant le match, il pleuvait. Et le lendemain, j'ai mon épouse qui m'a baratiné pendant des mois pour aller au Mont-Saint-Michel. J'ai dit, écoute, de Vannes, on ne sera jamais aussi près.
Donc tu viens avec moi, on a été, et le lendemain on a loué une voiture et il a fait super beau, on a été voir le Mont-Saint-Michel, on a sauvé le déplacement. Et je dois avouer qu'à la mi-temps, elle était avec une copine, ils sont partis faire les magasins. D'accord. Elles m'ont laissé en plan dans le stade, donc bon, je pouvais pas lui reprocher. Non, mais c'est sûr que bon, ces 3 matchs, ça a été compliqué. Et Toulouse, Vannes, Pau, en plus sur des équipes. Toulouse, à la limite, ils peuvent être plus forts que nous. Mais Pau et Vannes, surtout Vannes. C'est méritoire parce que c'est quand même des équipes qui font leur match et tout, qu'il faut prendre au sérieux. Mais c'est la manière, quoi. On peut perdre. Hein, Vannes, c'était. C'est ce que Pierre a dit à ses joueurs. Hein, on a le droit de perdre. C'est pas une honte. Et après, c'est la manière. Ouais, la manière, c'est. Vannes, c'était le pire. Comme à Pau, en étant absent pendant une mi-temps. Quoi. Surtout que, alors, on voit cette action où on marque un essai rapidement, donc on se dit, l'arbitre annule l'essai, et là c'est le trou. Voilà. C'est le trou. Alors il y a quelques bonnes actions, mais on perd des ballons, on fait tomber des ballons, on est maladroit. Mais en fin de saison, on n'a pas le droit d'être aussi imprécis, aussi maladroit. Ouais. Surtout quand ça vient de la part de joueurs internationaux. Hein. Ouais. Donc, bon. Il reste 2 matchs. Tu vois comment cette fin de championnat? Alors, une victoire contre Bordeaux, une victoire à Bayonne. Oui, une victoire contre Bordeaux, oui. Bah écoutez, souvenez-vous, c'est l'an passé ou il y a 2 ans, Bayonne a voulu qu'on joue à Saint-Sébastien. Ouais, on a gagné. On a fait le match référence de la saison. Ouais. C'était magnifique. Ouais, exact. Donc, je dirais, il faut jurer de rien. Ouais. On avait Jessica la semaine dernière, donc qui nous a parlé de son rôle. Elle a apporté quoi, Jessica, alors, au RCT? Beaucoup de choses. Alors, Jessica, elle est directeur général. Je l'ai invitée à venir nous rejoindre au RCT pour ça. Alors, directeur général, ça c'est un mot qui contient beaucoup de choses. Donc, je ne suis plus que président. C'est déjà pas mal. Et donc, Jessica, elle a pris son rôle à bras-le-corps, avec un objectif, c'est de refonder un petit peu l'organisation du club, à travers à la fois les personnes et la façon dont elles travaillent. Dans un but de plus grande efficacité, elle a une mission que je lui confie personnellement, c'est arrêter l'hémorragie financière du club. Ouais. Je le rappelle, une fois de plus, le club perd énormément d'argent. On doit être 2e ou 3e au classement des clubs qui perdent de l'argent. Et donc ça, c'est pas tolérable depuis longtemps parce que moi-même, je ne l'accepte plus. Voilà. Ouais, c'est logique. Donc il faut qu'on se dirige d'une façon construite, bien construite, avec la participation de tous, parce que ça nécessite pas seulement des décisions, ça nécessite un travail très très patient, très cohérent au niveau de tous les cadres, les employés. Ça nécessite un travail de fond quotidien. Et pour ça, waouh. Elle nous a parlé des hospitalités, la différence entre le RCT et certains clubs de top 14 qui est énorme. Hein. Je crois qu'elle nous avait parlé de La Rochelle. Oui, alors il y a une difficulté dans son job qui est le mien aussi, bien sûr. C'est que le RCT a besoin de faire des revenus, des recettes beaucoup plus importantes. On a un déficit de chiffre d'affaires par rapport à d'autres clubs. Et dans le même temps, il faut qu'on fasse face à notre rang, parce que pour jouer les premiers rôles, pas seulement sur le plan sportif, mais sur le plan de l'organisation, de l'efficacité administrative, etc., financière, il faut des gens capables. Donc tout ça, des gens compétents. Tout ça, c'est quelque chose qui doit aller de pair. Il faut appuyer sur les dépenses pour qu'elles n'augmentent pas. Je ne dis pas pour qu'elles réduisent, parce qu'il faudrait tailler dans les effectifs. C'est pas le but. Et je ne crois pas que ce soit nécessaire. Et en même temps, il faut monter les revenus, de façon à sortir de cet effet de ciseau dans lequel on est, et qui est désespérant, parce qu'on ne gagne pas assez d'argent et on en dépense trop. Voilà.
La plupart des entreprises qui seraient pas un club sportif soutenu par une personne comme moi ou par d'autres présidents de club qu'on appelle mécènes, bon, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, elles seraient terminées, elles auraient mis la clé sous la porte. Voilà. Parce que on peut pas recapitaliser un club tous les ans à hauteur de 10, 12 ou 15 millions. C'est pas possible. Ça fonctionne pas. Quelles sont les solutions alors? Donc le rôle de les sanctions, là, bon, on va en parler, mais le rôle de Jessica, c'est ça. C'est une très très bonne gestionnaire. Elle va à fond dans les dossiers. Et donc, je crois j'ai tout à fait confiance qu'on va y arriver. Le but, c'est que dans 3 ans, on soit très très proche de l'équilibre. Ouais, elle nous a parlé d'un plan sur 3 ans. Voilà. À partir du 1er juillet, donc pour essayer d'arriver à une situation d'équilibre. Ouais. Mais cette situation d'équilibre, elle demande aussi peut-être aussi des changements au niveau du stade, parce que on parle souvent de la capacité du stade, mais le problème il n'est pas forcément là. Il est surtout tout ce qu'il y a autour, les hospitalités, comment recevoir les... Et puis l'environnement, je crois qu'à La Rochelle, ils sont 80 000 habitants et ils ont beaucoup plus d'hospitalité que nous, quoi. Ils sont plus que ça. Faut parler de l'agglomération. Enfin, effectivement, c'est une communauté urbaine qui est plus petite que celle de Toulon. Ils font 15 millions de recettes d'hospitalité, et nous on en fait 4,5. Voilà. La différence, elle est là. C'est les 10 millions qui manquent. Et c'est les millions qui manquent. Donc ça, c'est un élément, mais il y en a d'autres. Donc ça, ce sont des revenus qu'on peut tirer d'un stade qui est organisé pour. C'est ce que j'ai voulu dire dans l'interview avant matin, qui a fait hérisser quelques poils. C'est pas grave, parce que les faits sont les faits. Voilà. On a un stade qu'on adore, tout le monde adore Mayol. Moi, je n'ai jamais remis en cause Mayol. Je dis simplement, ça doit évoluer. D'abord sur le plan... la maîtrise des risques, c'est pas seulement que le toit tombe sur la tête, c'est la maîtrise des risques, c'est aussi bien d'autres critères dont je parlerai en particulier avec Madame le maire. Je lui ferai une liste. Elle va comprendre que il y a beaucoup de choses qui nous font courir le risque, Toulon d'une part et le RCT d'autre part, de ne pas être qualifié pour continuer à jouer à Mayol. On n'a pas le droit de courir ce risque. Donc, quand il y a un risque, il faut le prévenir. Il faut l'empêcher. Voilà. Donc, ça, c'est une réalité. Et voilà, il faut... Quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que les gens du monde politique prennent conscience de ça, je dirais non, il faut qu'on les aide à prendre conscience. Même s'ils n'ont pas envie de voir, il faut qu'on leur montre. On va le faire. Parce que le but, c'est pas de quitter Mayol, c'est d'avoir un Mayol sécurisé. Non, voilà, j'ai simplement dit, je crois que j'ai repris quelques interviews, là, tout à l'heure, j'ai demandé qu'on me l'apporte. J'ai simplement dit, si jamais il n'y avait pas de solution à Mayol, il faudrait envisager autre chose. Mais la priorité, c'est Mayol, quand même. Moi, je suis responsable de l'avenir du club. Donc... Est-ce que les solutions existent techniquement Oui, il existe des solutions. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Non, mais déjà, c'est rassurant. Si on sait qu'il y a des solutions. Oui, il y a des solutions. Après, il faut une volonté politique. Voilà, c'est ça. Il faut une collaboration entre tous les acteurs. Si on trouvait des terrains, ben, il faut mettre beaucoup de gens autour d'une table. Enfin, bon, bref. Alors, on va pas rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Ça va prendre du temps, ça. Oui, bien sûr. Mais d'ici là, il faut déjà songer à améliorer Mayol. Voilà. Quelle est la première amélioration que tu souhaiterais à Mayol La toute première, c'est la sécurité. Ouais. Il faut l'assurer. La deuxième, c'est améliorer le confort. Les spectateurs, il y a des endroits dans le stade qui sont indignes. Voilà. Et puis, tout ce qui est lié à la maintenance, à la propreté, etc. Bon, il faut accueillir, on fait payer des gens pour venir voir un spectacle, certes, mais ça ne veut pas dire que il faut les installer dans des endroits qui sont insalubres. C'est le cas. Voilà. Mais ça, je ne crois pas que nos édiles le savent. Ben maintenant, c'est fait. Voilà. Le message est passé. Donc, c'est important de le recentrer. Ouais. Parce que beaucoup de supporters pensaient que la volonté, c'était d'aller chercher un stade ailleurs et d'abandonner Mayol. Le but, c'est surtout d'améliorer Mayol si on peut. Voilà, c'est le premier objectif. Voilà, puis donc, puis c'est le plus atteignable à court terme, à court moyen terme.
Parce que, bon, penser à un nouveau stade, c'est une affaire de 10 ans. C'est ça, j'allais dire. Bon, je ne serai plus là. Hein. Ouais, nous ça ne sera pas frais. On ne sera pas frais. On ne serait pas frais. Ouais. non, mais voilà, c'est quand même important. C'est un des chantiers de Bernard Lemaitre sur les 3 ans qui viennent. Il est inévitable, ce chantier. Voilà. Je connais bien l'opinion de... Ça, je ne voudrais pas que ça faudrait me le couper, mais bon. L'opinion du Verfalco. Voilà. Quand Mayol chante, c'est le plus beau stade du monde. Il faut arrêter. Ce sont des incantations. On est dans le lyrique. Voilà. Donc, la réalité, c'est que il y a d'aussi bonnes ambiances qu'à Mayol, à Castres. Il y a on a parlé depuis quelque temps d'une baisse d'ambiance à Mayol, baisse de spectateurs, donc bon. C'est une réalité aussi. C'est une réalité. Hein. Oui, mais il faut se poser des questions. Pourquoi ? Après, sur le prix des places, on peut mettre un bémol, puisque nous, on peut vous dire qu'à Vannes, on était au ras du sol et on payait 52 € la place. Hein, donc, alors que 52 € sur la ligne des 22, au ras du sol, donc le premier rang. Et puis on se rapprochait du centre, on était à 58 €. Alors qu'en bonus, moi j'en paye 54 en étant en rang 19 avec une vue parfaite. Ouais. Donc le prix, c'est. On sort souvent c'est un faux prétexte. Ça. C'est toujours le prix des places, c'est cher, mais bon, dans les autres stades, c'est aussi cher. Evan, c'était excessif. Mais c'est vrai que dans le fort intérieur de tous les Toulonnais, c'est vrai que Mayol reste Mayol parce que c'est un stade où on a vécu pas mal de choses et tout. Mais c'est comme tout, je pense qu'il faut améliorer le stade et pas simplement peut-être la sono et les LED. Alors la sono, ça va être fait. Voilà, l'éclairage aussi. L'éclairage, c'est une réquisition absolue de la part de Canal+. Si on l'avait pas fait, on serait carrément interdit. D'accord. Oui, c'est le genre de choses auxquelles on ne peut pas échapper, quoi. Si on veut être diffusé par Canal+, il faut que l'éclairage soit au point. D'accord. Ça, c'est fait, c'est acté, ça sera... Ah oui, ils vont le faire. Oui, c'est l'éclairage. Ils commencent à travailler sur des poteaux, c'est comme ça qu'on a découvert le problème du toit de la Fontaine. Ouais. Heureusement alors. Heureusement. Oui, finalement. C'est l'éclairage qui a éclairé le problème. Il est passé près de la catastrophe. Voilà, donc le stade, ça doit être une source de revenus. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Voilà. Palais Neptune, pour le quart de finale contre Toulouse, on a fait le plein, on n'a pas eu le Palais Neptune. Oui, il y avait les mangas. Voilà. Ouais. Pas tout avoir. C'est notre sport. Ouais, c'est toute chose. On aurait peut-être pu venir déguiser, tout ça. Et il y avait un projet à une époque, sur je crois que c'était la tribune de Langres, avec un restaurant panoramique qui peut donner sur le port et tout. Et puis il y a le local qui était occupé par le comité Côte d'Azur qui est libre. Oui, à de Langres, on pourrait faire des choses, effectivement. Il y a 3 ans au moins, ou si c'est 4, j'en ai parlé à Hubert Falco qui n'avait pas dit non, mais bon, c'était quelque chose. Faut que ça mûrisse, quoi. Hein. C'est pas un budget énorme de couronner la tribune de Langres avec un très très grand salon capable d'accueillir 300 ou 400 personnes. En profiter pour couvrir le virage. Voilà. Donc, c'est resté lettre morte. Hein. Voilà. Est-ce que le sol, enfin le stade peut... il faut le soutenir, ça. Il faut le soutenir comme on a soutenu les loges qui ont été faites. Il y a le quart de virage bonus aussi. Bien sûr. Et c'est vrai que ça serait un beau projet, ça, parce que... oui, c'est un très beau projet, avoir une vue sur le port, en même temps sur le stade et tout, et puis ça permettrait d'avoir tout le temps, sous la main, la possibilité de recevoir les partenaires et tout, quoi. Oui, il y a une autre chose, moi, auquel je tiens, mais enfin, j'ai un pouvoir limité. Le stade appartient à la mairie, et c'est de couvrir les deux virages, quoi. Ah ouais. On a beau dire qu'il ne pleut pas souvent, mais quand il pleut, il faut du courage. C'est vrai que cette année, il a plu. Voilà, cette année, il a plu. On dit qu'il pleuvra de plus en plus, d'une façon un peu tropicale, c'est-à-dire imprévisible. Et puis, il y fait très chaud aussi, puisqu'on joue
du 1er septembre au 30 juin. Ouais, c'est sûr. Donc il faut respecter ces gens-là, quoi. Ouais, et puis il y a toutes les personnes en mobilité réduite et tout qui sont. Alors ça c'est. Bien sûr. Il faudrait faire à l'affrontant, il faudrait faire 2 ou 3 ascenseurs. Des trucs très simples, ça coûte pas très cher. Des ascenseurs pneumatiques qui permettent de monter les journalistes, surtout s'ils sont handicapés. Oui, on a vu le cas avec l'Arto. Avec l'Arto, oui. Mm. Ouais. Voilà. C'est du boulot, là. Il y a du boulot. Ouais, du boulot. Donc, bon, ben là. Non, mais là, on est au stade des désidérata. Ouais. Après, on va entamer un dialogue, des échanges. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de dialogue avec la mairie pourrait pousser Bernard Lemaître à... Non, pas du tout. Moi, j'ai un dialogue extrêmement constructif avec José Massy. Je l'avais eu auparavant avec Hubert Falco. Aujourd'hui, il y a une petite incompréhension là sur cette histoire d'externalisation en dehors de Mayol. Ouais. Bon, on laisse ça de côté, quoi. C'est absolument pas réaliste. J'ai jamais eu l'idée qu'on pouvait délocaliser en dehors de Mayol dans un délai court. C'est complètement irréaliste. Ouais. Je vois pas vu. Ouais, c'est pas compliqué. Ah bon, rencontre peut-être. Voilà. Ouais, c'est pas la solution non plus. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des tas de projets. Il y en avait un notamment de remplacer Dumont d'Urville, de déplacer Dumont d'Urville sur du côté où il y avait l'hôpital Brunet et de faire un stade sur cette là. J'ai entendu parler de ça. Ouais, ça c'était pas mal. Ça c'était un beau projet parce qu'il y avait la place. Ça permettait de rester sur le même. Et ça permettait de rester pas très loin. Ça permettait d'avoir un stade à côté d'entraînement. Mais bon, c'est tombé à l'eau. Voilà, c'est tombé à l'eau. Ouais, la mer n'est pas loin, mais c'est le problème, la mer n'est pas loin, donc ça passe. Voilà, donc bon, mais Bernard, après aujourd'hui, est-ce qu'on a des résultats? Tiens, on va passer un peu aux résultats. On a des résultats, ouais. On a des résultats importants, notamment qui concernent la Fédérale 1 où la Seine s'est déplacée à Gaillac et donc a perdu au match aller 19-12. Donc la fin de match a été particulièrement tendue. Ouais. C'est le mot qu'on puisse dire. Ouais, c'est ça. Ils ont reçu, il y a eu quelques spectateurs qui sont rentrés sur la pelouse à la fin du match et ça a plutôt mal fini. Donc le match retour, qui j'espère sera plus calme, c'est dimanche prochain. Donc voilà, ils ont 7 points de retard. Autant dire que c'est tout à fait faisable. Il y a d'autres bons résultats. Le Bossé qui jouait son 16e de finale contre l'Aravoire, c'est un club du comité d'Auvergne, a gagné 47 à 7. Donc ils n'ont pas fait de détails. En Régional 3, hier, c'est plus hier à Carqueiranne, puisque c'est hier maintenant, a battu l'AS Fontaine, qui c'est en 8e de finale. C'est un club d'Occitanie. Ils ont gagné 52 à 15 et ils jouent contre l'AS Beaulieu dimanche prochain. Il y avait des résultats aussi en Espoir qui jouaient le dernier match. Les Espoirs qui ont fait une saison exceptionnelle aussi. Je crois qu'ils ont perdu 2 matchs. Quand on dit 2 mots là de ça. Ils ont perdu 2 matchs depuis le début de la saison. Ils ont perdu à Clermont, si ma mémoire est bonne, et à Lyon. Donc ils ont battu Grenoble pour le dernier match, 49-32. Ils finissent premier de la poule. Ils rencontreront la section paloise en quart de finale le samedi 31 mai. Dans un lieu à définir, on ne sait pas encore, mais c'est vrai qu'il y a de grands espoirs pour cette équipe. Par contre, les Crabos ont perdu contre Provence Rugby, ça c'est pas une bonne nouvelle. 40-14, les Almerceries contre le même adversaire ont perdu 27-10. Je voulais donner un mot des Goderman, qui ont fini premier de leur poule, et qui joueront contre Montpellier en 8e de finale. Eux aussi, il y a un grand espoir de titre pour les Goderman. Comme les M14 aussi, qui font une saison exceptionnelle. Et j'allais terminer avec les féminines, qui jouent au match aussi capital samedi prochain à Mayol, puisqu'ils jouent au demi-finale championnat de France pour accéder à l'élite 1. Et elles reçoivent Bayonne à Mayol samedi à 18h. Donc voilà. Ça c'est fait. Tu voulais parler des espoirs. Des espoirs. Non, je crois qu'il faut le dire. Oui, bien sûr qu'il faut le dire. Dans toute cette liste, la plus importante information, c'est les espoirs, ce qu'ils sont, la saison qu'ils ont faite. Une équipe, un effectif dans lequel il y a certainement plusieurs joueurs de l'équipe pro future, à différents niveaux. Dans le paquet d'avant, derrière, je vais pas nommer des noms là. D'accord. On les connaît. Voilà.
Ils sont connus, mais il y a des joueurs qui se révèlent de plus en plus, qui sont très très intéressants. Et donc, voilà, ça c'est un très très bon point. C'est une grosse félicitation à Cédric Béal et à son staff. Et puis, c'est beaucoup d'espoir pour le RCT. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais moi qui les suis un peu et qui vais les voir, ils ont perdu depuis l'année dernière donc les matchs retour. Ils ont plus perdu depuis. Ils ont perdu 2 matchs entre les matchs retour de l'année dernière et la fin du championnat. Ils ont perdu 2 matchs. Ouais. Ayant gagné à Toulouse les derniers matchs l'année dernière. Donc, c'est dire la qualité de ce groupe. Oui, tout à fait. Et puis jusqu'au U14, je vois qu'il y a des résultats qui sont hyper positifs et donc c'est ce qui va permettre aussi au RCT de construire sur l'avenir. Parce que c'est au niveau des recrutements, bon, même si aujourd'hui on a essayé de te faire parler, mais t'as pas voulu parler, donc mais on sait qu'on a quand même pris des jeunes joueurs. Il y a plusieurs qui sont officiels quand même. Hein. Oui. Non, mais nous, tu sais, on est gourmands, on veut en avoir ça toujours plus. Hein. Oh. Mais bon, Matteo Garcia, il a quel âge? Il a 22 ans. 22 ans. Le gars de Brive. Tufua est guère plus vieux. Voilà, donc. Mathis Ferté. 21 ans. Ferté, ouais. Mathis Ferté, il a 22 ans. On sent qu'il y a une volonté de s'appuyer sur des jeunes pour construire sur du long terme, hein, parce que c'est vrai que. On essaye de travailler sur plusieurs critères, la qualité, avant tout. L'esprit. Bon, ça commence à l'éducation. La façon dont ils ont été éduqués, la façon dont ils manifestent cette éducation, c'est très important pour nous. C'est un critère de choix très important. Et puis bon, l'âge, effectivement. Donc tout ça, c'est une façon de construire l'effectif de demain. Ce que nous a souvent reproché, hein, d'aller chercher des joueurs ailleurs et de pas avoir forcément des jeunes que l'on formait, ben là je crois qu'on est bien parti, hein, et puis sur plusieurs couches, hein, donc jusqu'au 14 ça. Ah, d'ailleurs certains supporters sont inquiets sur l'avenir de certains jeunes qui craignent de devoir partir. Est-ce que tu peux les rassurer? Je pense à quelques noms, hein, jouer avec Caraba. Est-ce qu'ils seront toujours tournés? Est-ce que l'ambition c'est de les conserver? Jouer avec Caraba ne quittera pas le club. Déjà, voilà. C'est déjà une bonne nouvelle. On a eu une info. Non, mais ouais, je ne vais pas essayer à jouer, mais bon, il y a Corentin Mézou, il y a Koui, il y a le petit Lamont qui j'espère, voilà. Corentin Mézou non plus. Voilà. Ouais. Donc, voilà, on peut les rassurer alors. Voilà. On peut les rassurer. Oui, Olivier Koui non plus. Tout cela, ils sont déjà dans l'effectif qui va démarrer la saison au 1er juillet à l'égal des autres. Voilà. Et puis 2 ou 3 autres. Manonou va partir. Pardon? Manonou va partir. Manonou, on ne peut pas le retenir. Ici, les 3 ans. Ce matin, il s'entraînait comme un malade. Ah, mais j'en suis conscient. Hein. Il était tout seul. Hein. Ouais, j'en suis conscient. Hein. Voilà, j'aurais préféré qu'il ne soit pas seul. C'est ça la conscience professionnelle. Mais c'est là que tu vois la différence entre les grands joueurs. Je pense que nous on a connu un certain Johnny Wilkinson qui s'entraînait, il fallait lui donner un stade pour qu'il puisse s'entraîner tranquillement. Oui. Toute la différence, c'est là. Et là, hein, souvent, il manque pas grand-chose. Hein, c'est de savoir se faire mal et de mouiller le maillot. Bon, on avait des cartons. T'avais des cartons, toi? Ouais, mais moi, je voulais l'adresser au public de Gaillac. Hein. Ça concerne. Oui, parce que c'est vrai. Oui. Parce que j'ai eu des trucs dans la presse qui sont pas normaux. Ils sont en train de se plaindre de l'attitude des Énois, alors que j'ai l'impression qu'il y avait des joueurs des espoirs de l'équipe de Gaillac et des spectateurs qui avaient rien à foutre sur la pelouse. Donc voilà, partant de là, on ne peut pas après se plaindre que les Séinois se soient défendus. Le carton rouge, c'était pour moi? Non. Si. Alors, Bernard, carton rouge. Je quitte le terrain. Voilà, on va quitter le terrain sur ce carton. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Et de ta disponibilité, même si aujourd'hui, je suis déçu pour toi parce qu'il y a les taxis qui m'aident. T'es pas encore arrivé. Merci en tout cas, et puis on se revoit bientôt. À très bientôt. Okay, On se quitte jamais. On se quitte jamais, oui.